On a fin de connaissance et donc on va prendre un petit peu de temps pour discuter du pembrolizumab et de sa place croissante en oncologie urologique. Denis, tu commences. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, c'est toujours un plaisir d'être ici. Donc effectivement, on a plein de pratiques qui changent très rapidement actuellement, que ce soit dans le cancer du rein et de la vessie. Donc voici nos liens d'intérêt à tous les deux. Donc tout d'abord, on va faire un état des lieux sur le traitement adjuvant dans le cancer du rein en 2024. Alors déjà, première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un traitement adjuvant? Vous voyez que selon la classification UISS à droite, on peut classer les patients en groupe à faible risque, intermédiaire et élevé de rechute. Et cette classification, qui est basée sur le stade, sur le Fuhrmann et sur les COG, a vraiment un impact, puisque pour les grades intermédiaires et élevés, à 5 ans, le taux de survie est respectivement de 49% pour les hauts risques et 73% pour les risques intermédiaires élevés. Et donc ça a vraiment un impact pour nos patients. En fait, la recherche sur l'adjuvant, elle est ancienne et elle remonte déjà à l'ère des TKI. Et vous voyez, on a eu plusieurs études avec à la fois du sunitinib, du pazopanib, de l'axitinib, de l'éverolimus, etc. On en a une seule qui est positive sur la survie sans rechute. C'était l'étude ESTRAC avec le sunitinib pendant 1 an, à un hazard ratio sur la survie sans rechute à 0,76. Et on avait un approuvement par la FDA aux États-Unis. Pas d'AMM en Europe. Par contre, aucune étude a montré un bénéfice sur la survie globale dans toutes ces études. Et donc, on a tourné la page et on est passé aux études avec de l'immunothérapie adjuvante. Et on a eu les résultats de plusieurs études Princeps de phase 3. Une étude dont je vais reparler tout à l'heure, la CheckMate 914, avec 2 bras de traitement, nivolumab et ipilimumab plus nivolumab, pendant 6 mois. L'étude dont on va beaucoup parler parce qu'elle est positive, c'est l'étude Keynote 564 avec le pembrolizumab pendant 1 an, qui est positive, on va le voir, sur la survie sans rechute et sur la survie globale. Et autre étude avec l'atezolizumab, l'étude Emotion 010, 12 mois de traitement aussi, étude négative. Alors je reviens sur la Keynote 564. Donc c'est une étude de phase 3 randomisée qui a assez, on va dire, vous allez voir par rapport à d'autres études, restreinte sur ses critères d'inclusion parce qu'elle s'est intéressée aux patients de risque intermédiaire et élevé, c'est-à-dire ceux qui ont la plus mauvaise survie. Et ici, on a inclus des patients après néphrectomie qui avaient un PT2 grade 4 ou sarcomatoïde, donc des tumeurs assez rares, les PT2 sarcomatoïdes, j'en ai, je crois, pas vu. PT3 tout grade, et puis bien sûr tous les PT4 et N+. Et caractéristique de l'étude aussi, on pouvait aussi inclure des M1NED. Les M1NED, c'est des patients qui ont eu une chirurgie d'une métastase dans l'année qui suivait la néphrectomie ou des métastases synchrones. Il fallait que ces métastases soient réséquées ou traitées par radiothérapie, par thermoablation ou autre, en totalité. Et ensuite, on pouvait randomiser les patients en 2 bras de traitement, placebo, toutes les 3 semaines, ou pembrolizumab, 200 mg, la dose standard, toutes les 3 semaines pendant 1 an, ce qui fait à peu près 17 injections. L'objectif principal de l'étude, c'était la survie sans maladie. Objectif secondaire, la survie globale. Et vous voyez, on a un follow-up assez long dans cette étude de 57 mois, donc on a quand même des résultats assez solides. L'étude sur son objectif principal est positive, la survie sans maladie. Vous voyez qu'à 48 mois, on passe de 56% de patients dans le bras placebo qui n'ont pas rechuté à 64% dans le bras pembrolizumab, avec une diminution du risque de rechute donc de 28%. Donc ça, c'était très bien, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on avait avec ESTRAC et le sunitinib. Par contre, et c'est la première étude qui a montré ça, c'est un bénéfice en survie globale pour un traitement adjuvant avec un hazard ratio à 0,62 et une différence à 48 mois d'environ 5 à 6%. Et avec des courbes, vous le voyez, qui se séparent assez précocement, mais qui continuent à se séparer dans le temps. Et donc, on a vraiment un effet qui se maintient dans le temps de ce pembrolizumab adjuvant pour les populations précitées. Ce qui est intéressant, c'est que tous les sous-groupes de patients en bénéficient, notamment, il n'y a pas besoin de faire de statut PDL1 ou autre, parce que les PDL1+, et les PDL1- bénéficient de ce traitement de la même façon, c'est ce qu'on voit ici. Et initialement, on avait aussi l'impression sur les premiers résultats que les patients M1NED tiraient plus bénéfice du traitement, ce qui n'est pas le cas, mais c'est une population qui peut parfaitement être incluable avec ce traitement. Ce qui est important, c'est qu'on est en situation adjuvante, c'est-à-dire que si on reprend, alors je vais refaire un petit retour arrière, si on reprend les courbes ici,
On a une partie des patients qui va être guéris et qui n'ont pas besoin d'adjuvant, une partie des patients qui, quoi qu'on fasse, vont malheureusement chuter, et le bénéfice de l'adjuvant, il est entre ces deux courbes. Donc il existe, il y a un bénéfice en survie globale. Par contre, il faut bien évaluer la tolérance du traitement. Et dans cette étude, vous le voyez, on avait des effets secondaires de grade 3, 4 chez 30% des patients, contre 17% à 18% avec le placebo. On a eu 10% qui ont eu des effets secondaires sévères qui ont conduit à l'arrêt du traitement. Et si on prend les effets secondaires qui sont vraiment reliés au traitement, on est à 20% de grade 3-4. C'est principalement des effets secondaires dysimmunitaires chez 10% des patients, ce qui implique par exemple des thyroïdites, des hypophysites, des pneumopathies interstitielles, des colites et tout ce qui s'ensuit. Et donc, il faut bien prévenir le patient de ce risque de toxicité. Et moi, dans ma pratique, je pense que c'est important déjà de bien respecter les indications du traitement. Il ne faut pas faire un surtraitement avec ces molécules-là. On ne va pas traiter un PT2 grade 2 avec du pembrolizumab pendant 1 an. Il faut bien présenter aux patients la balance bénéfice-risque, vraiment bien l'éclairer, on en discutera après, bien recueillir les antécédents. Il ne faut pas faire de pembrolizumab à un patient qui a une polyarthrite rhumatoïde inflammatoire active ou une maladie de Crohn active, et puis faire un monitoring clinique et biologique précis. Ensuite, on a d'autres études, comme je vous l'expliquais, et le paradoxe, c'est que toutes ces autres études avec l'atezolizumab, avec le nivolumab, avec l'ipilimumab, nivolumab, sont négatives. On n'a qu'une seule étude positive, elle l'est bien parce qu'il y a un bénéfice en survie globale. Et là, je ne voulais pas présenter, mais il y a plein de raisons pourquoi les autres études sont négatives. Il y a des études avec des traitements plus courts, seulement de 6 mois. La plupart des autres études ont inclus des populations larges, à partir du PT2, voire du PT1 pour certaines études. On a inclus des non à cellules claires dans certaines de ces études. Bref, il y a plusieurs raisons. Et il y a aussi un phénomène de molécules, puisque les anti-PD1, dans des méta-analyses, sont plus efficaces que les anti-PDL1. Le problème, c'est qu'on fait ce traitement-là régulièrement à des patients maintenant, et il y a certains patients qui vont quand même progresser, et ça va impacter forcément les lignes ultérieures. Et il y a des arbres décisionnels qui sont en train de sortir. Globalement, on a des patients qui vont être réfractaires, qui vont progresser tout de suite sous immunothérapie. On ne va pas forcément leur refaire d'immunothérapie. Et il y a des patients qui vont avoir une rechute plus tardive, et là, ça sera intéressant peut-être de reprendre des combinaisons IO-TKI ou double immunothérapie. Voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, le pembrolizumab est un standard dans cette situation. Et donc, je laisse la place à mes collègues urologues pour voir plutôt en pratique. Donc, ces bons résultats vont effectivement induire un changement de nos pratiques. Il va falloir définir la population qui va être candidate à du pembrolizumab en adjuvant. Voilà. Alors, quels sont ces patients? Il s'agit de patients qui ont été opérés, qui sont non métastatiques, où on verra avec des métastases résécables, qui ont un carcinome cellulaire. Donc l'étude, c'est du carcinome cellulaire et ça ne marche pas sur les autres types, ou en tout cas, ça n'a pas été étudié. Et ce sont des patients qui ont, selon l'USS, un risque intermédiaire haut ou un haut risque. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une grosse tumeur. Alors c'est le T2 de plus de 7 cm, et de haut grade, donc 3 et 4. Alors on voit que dans l'étude, quand on dissèque un petit peu les chiffres, ça fait que 6% des inclusions. C'est finalement assez rare. La grande majorité des patients inclus dans l'étude étaient des patients qui avaient un localement avancé avec un T3, et quel que soit le grade, bas grade, haut grade. Et c'est là où c'est un petit peu troublant. C'est-à-dire on a intuitivement l'impression que les T3A, on en trouve très fréquemment sur les pièces de néphrectomie partielle, souvent avec des grades peu élevés. Et pourtant, on voit que quand on voit le forest plot de l'étude, les patients qui bénéficient le plus du pembrolizumab adjuvant sont des patients qui sont dans la catégorie intermédiaire. Voilà. Donc, il faudrait inclure tous les patients qui ont un T3. On peut également inclure les patients qui sont oligométastatiques dès lors que la chirurgie ou le traitement des métastases est possible. Alors on voit en disséquant un petit peu les chiffres de l'étude que ces métastases, finalement, elles intéressaient très souvent la surrénale, donc avec une exérèse facile, potentiellement, un peu plus rarement les poumons, quelques ganglions. Et par contre, les métastases osseuses, qui sont de résécabilité plus difficile, étaient peu inclus, puisqu'il n'y en avait que 2 dans l'étude, qui étaient d'ailleurs dans le groupe Pembro.
Donc il va s'agir d'identifier ces patients qui vont avoir une chirurgie d'exérèse, de les présenter précocement dès qu'on a reçu le résultat d'anatomopathologie pour respecter les 3 mois entre la chirurgie et le début de l'immunothérapie adjuvante. Alors ce qui est frappant et ce qui pour un urologue est un peu nouveau, c'est la fréquence de la récidive. On voit sur les courbes chez les patients non traités, on a parmi ces patients à risque intermédiaire élevé ou à haut risque, 45% de patients qui récidivent à 5 ans. Et c'était personnellement quelque chose que je trouve, que j'imaginais assez peu. Donc ça montre effectivement qu'on a besoin d'avoir un petit coup de pouce pour améliorer les résultats de ces patients, d'autant plus que dès lors qu'il y avait la 3e analyse intermédiaire de l'essai, on a eu une amélioration en survie globale. Alors, tu as parlé déjà de la qualité de vie, juste insister sur le fait que l'immunothérapie est plutôt bien tolérée, qu'il y a seulement 10% d'arrêt pour des éléments indésirables supérieurs à grade 3, et que c'est effectivement surtout des dysthyroïdies qui sont les principaux effets indésirables de l'immunothérapie adjuvante. Donc je vais faire la synthèse commune si tu permets. Donc il faut faire une évaluation stricte de l'éligibilité du patient. On a vu quand même que 50% des patients finalement ne vont pas récidiver. Donc il faut identifier les bons candidats, éliminer les contre-indications à l'immunothérapie adjuvante. Donc c'est tous les patients qui ont des maladies auto-immunes. Les patients qui sont métastatiques, ou en tout cas dont les métastases ne peuvent pas être résécables. Et il faut discuter en réunion de concertation précocement à la réception des résultats anatomopathologiques et avec le patient de la balance bénéfice-risque, avec, on l'a vu, un bénéfice en survie sans maladie, mais également un bénéfice en survie globale qui doit donc nous pousser à présenter ces patients en réunion de concertation pluridisciplinaire. Ensuite, il faut que l'oncologue monitore strictement les données du patient, sur le plan clinique bien évidemment, mais également biologique, dépister les dysthyroïdies, les anomalies antihypophysaires, les problèmes pulmonaires, à la recherche d'une toxicité. Tu voulais nous présenter également UroPredict pour la meilleure... Exactement, merci Jean-Alexandre. Donc effectivement, alors comment moi je le fais en consultation, je présente les données comme on l'a vu à l'instant, le bénéfice, les toxicités, et c'est vrai que je me permets, alors je le fais rarement, mais je me permets de calculer ce score qui s'appelle UroPredict 2, qui a été fait par l'UroCCR et l'AFU. En fait, c'est hyper intéressant, c'est un nomogramme où vous rentrez toutes les données cliniques, anatomopathologiques, biologiques de votre patient. Ils ont recueilli des milliers de patients en France, les ont suivis pour établir ce nomogramme, et ça permet d'évaluer de manière individuelle le risque de rechute du patient, entre risque faible de rechute, risque intermédiaire ou risque élevé. Ce n'est pas la même classification qui est utilisée dans l'étude, donc il ne faut pas se baser là-dessus pour faire le traitement. Par contre, ça permet d'avoir une notion de où est notre patient et qu'est-ce qu'on attend de l'immunothérapie. On sait que le bénéfice en rechute, il est de 10 à 15% à 4 ans. Et bien là, ça nous permet de voir ce qu'on lui fait gagner entre guillemets. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je m'appuie pour proposer le balance bénéfice-risque aux patients. Bien sûr, je ne le présente pas à tous les patients, parce qu'il y en a que ça peut angoisser, mais certains ont besoin de savoir où ils vont en fait pour pouvoir décider d'un traitement, parce que je pense qu'un des messages clés, enfin, en tout cas moi dans ma pratique, je les laisse partie prenante de leur décision aussi, parce que c'est pas anodin de venir 1 an tous les 3 semaines à l'hôpital, de risquer certaines toxicités qui sont la plupart du temps faibles, mais qu'il faut avoir en compte, et je pense que c'est important dans le cadre d'un traitement adjuvant. Donc voilà, on pourra rediscuter après si vous utilisez ce site, mais qui est très très bien fait, et je vous invite à y aller. Donc on va passer au cancer de vessie, je pense qu'on fera toutes les questions à la fin. Et donc on a intitulé ce topo, et enfin on va parler avec Jean-Alexandre du néoadjuvant, mais on a vraiment un paradigme complètement modifié en première ligne dans le carcinome urothélial métastatique. Et vous allez voir qu'il est modifié en pratique, on va dire, dans des résultats d'études depuis l'ESMO 2023, ça fait 1 an, mais en pratique, c'est maintenant qu'il est en train d'être modifié.
Et donc, j'ai mis la première diapo, c'est la prise en charge avant le 12 septembre 2024. Alors pourquoi le 12 septembre? C'est parce que vous allez le voir, depuis le 12 septembre, on a l'association enfortumab vedotin plus pembrolizumab a eu une autorisation d'accès précoce qui va prochainement ouvrir. Et à partir du moment où on aura cet accès précoce, et bien, tout ce que je vais vous expliquer là, de ce qu'on faisait jusqu'à présent, va globalement disparaître et va devoir être complètement refondé. Donc jusqu'à présent, en première ligne, on faisait des sels de platine. Pour les patients éligibles au cisplatine, on faisait du cisplatine gemcitabine ou du dose dense MVAC. Pour les patients inéligibles, du carboplatine gemcitabine. Et en cas de réponse ou de stabilité, on pouvait proposer de l'avelumab en entretien. Si les patients étaient en progression, on leur proposait du pembrolizumab. Et il est important, chez tous nos patients métastatiques, de rechercher les altérations FGFR, puisqu'on a des molécules, notamment l'erdafitinib, qui est un anti-FGFR et qui est intéressant pour nos patients. Et puis on a une autre molécule dont je vais vous parler après, pour les lignes avancées pour le moment, post-chimio et post-immuno, l'enfortumab vedotin, qui est un anticorps conjugué. Donc jusqu'à présent, voilà notre prise en charge. La première ligne de traitement, je vais enfoncer des portes ouvertes que vous connaissez, mais si un patient est éligible au cisplatine, il faut lui faire du cisplatine, puisqu'on a une survie globale qui est de l'ordre de 4 à 5 mois supérieure que quand on fait du carboplatine. Le carboplatine, on le réserve pour les patients unfit, avec une clairance de moins de 60 notamment, un PS altéré, ou des gros troubles neurologiques pour ne pas avoir la neurotoxicité du cisplatine, mais c'est excessivement rare. Et puis le MVAC dose dense, on le contre-indique notamment chez les patients avec des insuffisances cardiaques. En cas de stabilité ou de réponse à ce traitement, on fait de l'avelumab en entretien. Mais vous voyez, l'avelumab à droite a montré un bénéfice en survie sans progression, en survie globale, mais uniquement chez les patients répondeurs ou stables. Donc on ne s'intéresse pas à l'ensemble de la population de première ligne. Et vous voyez sur la PFS que dans les 3 premiers mois, il y a beaucoup de patients, quasiment 1 sur 2, même sous avelumab, qui progressent. C'est-à-dire que globalement, quand on commence de l'avelumab, on sait qu'un patient sur 2 qu'on va voir à la première évaluation, le premier scanner, va progresser. Ce qui est dans la vraie vie. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a un effet de réponse à long terme. Là, c'est une courbe, j'aurais pu vous mettre une courbe actualisée, mais on a un effet plateau, et on a environ 10 à 15% des patients sous avelumab qui vont avoir une réponse prolongée. À 2 ans, on peut leur arrêter leur immunothérapie, et beaucoup ne vont pas rechuter. Moi, j'ai des patients, ça fait 2-3 ans que j'ai arrêté l'avelumab, et ils vont très bien, sans aucun signe de progression. Donc on attendait d'améliorer ça, et on a eu les résultats d'une première étude qui ne seront que des résultats, parce que je pense que malheureusement, ou heureusement, je vous montrerai après avec EV-Pembro, cette étude ne sera pas appliquée dans la vie réelle. C'était l'étude CheckMate 901. C'était pour des patients éligibles au cisplatine, donc avec une clairance de plus de 60, en bon état général. On faisait cisplatine gemcitabine nivolumab versus cisplatine gemcitabine, mais c'était vraiment pour des patients éligibles. On ne pouvait pas faire de carboplatine dans cette étude. Et ensuite, il y avait le nivolumab après 6 cures de chimiothérapie pendant 2 ans. Dans cette étude, on a un bénéfice en survie globale avec un hazard ratio à 0,78, un bénéfice en survie sans progression. Vous voyez, on a cet effet réponse à long terme d'ordre de 20%. Donc on a des patients vraiment stabilisés dans le temps, contrôlés de leur maladie et peut-être guéris de leur cancer. Mais ça concerne cette fois-ci que la population éligible au cisplatine. Ce qui est intéressant d'observer, puis on en reparlera dans le néoadjuvant tout à l'heure, c'est que la combinaison chimio plus immuno augmente le taux de réponse. Avec cisplatine, gemcitabine, nivolumab, on est à quasiment 60% de réponse objective. Par contre, on était un petit peu déçu par la durée médiane de réponse, qui est seulement de 9 mois, sauf chez les patients en réponse complète, où là, vraiment, on avait une très longue durée médiane de réponse de 37 mois. Donc tout ça, c'était avant ce que je vais vous présenter, et avant donc le 12 septembre 2024. Vous avez bien fait de ne pas avoir l'accès précoce le 11 septembre, ça aurait été difficile. Donc après le 12 septembre et l'accès précoce, on va pouvoir utiliser ça. Et ça, c'est vraiment ce qui a profondément changé le paysage. Premièrement du métastatique, mais probablement, vous allez le voir dans le futur, du néoadjuvant et du périopératoire. C'est l'avènement de l'enfortumab pembrolizumab. Donc ça, c'est l'étude EV302. C'est pour des patients métastatiques avec un carcinome urothélial éligibles aux platines, que ce soit carboplatine ou cisplatine. Donc il fallait qu'ils aient une clairance supérieure à 30 et un PS inférieur ou égal à 2. Mais là, on couvre l'ensemble de la population, éligible, non éligible. On n'attend pas de voir s'ils sont en réponse ou pas à la chimiothérapie.
on prend l'ensemble de la population de première ligne, et il y avait 2 bras de traitement. Chimiothérapie à base de sel de platine gemcitabine pour maximum 6 cycles. Au début, on ne pouvait pas faire d'entretien par avelumab, ce qui est un des problèmes de cette étude, mais il y a eu un amendement, et finalement, il y a 30% des patients dans le bras contrôle qui ont eu un entretien par avelumab. Et on évaluait donc notre stratégie standard par rapport à l'enfortumab, pembrolizumab, qui se fait toutes les 3 semaines. Donc l'enfortumab, c'est J1, J8 reprise à J21, et le pembrolizumab, c'est toutes les 3 semaines. Et dans cette étude, la médiane de cycle, elle était de 12. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'un anticorps conjugué et qu'est-ce que l'enfortumab? En gros, c'est un cheval de Troie. C'est un anticorps qui va venir cibler une protéine de surface. Typiquement, pour l'enfortumab, c'est la nectine-4. Et à cet anticorps, on couple une molécule de chimiothérapie. L'enfortumab, c'est le MMAE, c'est un antimicrotubule puissant. Et en fait, cheval de Troie parce que ça va venir se fixer sur la cellule, s'internaliser dans la cellule, et la chimiothérapie va être délivrée en intracellulaire. Et donc, ici, on le combine avec du pembrolizumab. Les caractéristiques des patients, elles sont assez standards. À noter qu'il y avait 30% de patients qui avaient des voies excrétrices supérieures, qu'on avait des métastases hépatiques chez 20% des patients, et que la moitié des patients avaient une surexpression de PDL1 avec le score CPS. Et là, c'est vraiment les résultats qui vont changer la pratique. C'est qu'on a doublé la survie globale de ces patients-là, qui passent de 16 mois à 31 mois. Donc un hazard ratio à 0,47. Et surtout, c'est la courbe de droite, moi, qui m'impressionne. On augmente la survie sans progression qui est doublée, qui passe de 6 mois à 12 mois. Mais surtout, vous voyez, à 16 mois, on a l'impression déjà d'avoir un effet plateau qui se dessine. Ça veut dire des longs répondeurs qui vont peut-être être au-dessus de 30%. Ça, il faudra voir les actualisations de l'étude. Mais on va peut-être arriver à augmenter de manière très importante le nombre de longs répondeurs. Ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de la population, comme vous le voyez, en bénéficie, que ce soit les patients éligibles ou non éligibles aux cisplatines. Donc ça, c'est important pour les inéligibles parce qu'ils avaient un moins bon pronostic, une moins bonne survie que les patients éligibles. Le carboplatine marchait moins bien. Et bien là, on a tassé ça, quel que soit le statut PDL1. Et le taux de réponse, et ça, vous allez voir qu'en néoadjuvant, c'est pour ça que c'est aussi intéressant, le taux de réponse, on passe de 44% avec la chimiothérapie à quasiment 70% avec le traitement. 30% de réponse complète pour du métastatique, et surtout, la durée médiane de réponse n'est pas atteinte. Je vous disais, avec cisplatine, gemcitabine, nivolumab, on avait une durée médiane de réponse de 9 mois. Là, elle n'est pas atteinte, ça veut dire qu'on va avoir un effet plateau important. Les patients qui vont répondre longtemps, du moins on l'espère. En termes de toxicité, là c'est autre chose. On est assez toxique, des toxicités complètement différentes de la chimiothérapie, et comme tout nouveau traitement, on va avoir besoin d'une learning curve. Typiquement, on va avoir des neuropathies périphériques. Alors attendez, je crois que c'est mieux présenté derrière. Voilà. On va avoir des neuropathies périphériques. Un patient, 60% des patients avec 7% de grade 3-4. Une neuropathie de grade 2, c'est déjà très invalidant au quotidien. Et donc probablement qu'on va devoir arrêter l'enfortumab vers 9-10 cures, on verra. Parce qu'en plus, c'est de neuropathies démyélinisantes qui peuvent rester dans le temps. Et donc ça, il va falloir vraiment qu'on manage ça. Et pour moi, c'est l'effet secondaire qui va être le principal limitant avec cette molécule. Parce que derrière, si les patients progressent, on doit faire du cisplatine gemcitabine, par exemple. Ça va être très difficile de faire du cisplatine avec des neuropathies. Ensuite, autre toxicité, c'est les sécheresses oculaires et les toxicités cutanées qui peuvent aller jusqu'à des toxidermies, parfois sévères. Toxidermie très particulière. Et donc, nous, oncologues, ça va peut-être nous changer la vie par rapport à ce qu'on fait d'habitude, parce que chaque fois qu'on va voir un patient, en hôpital de jour, on en voit beaucoup, il va falloir l'examiner en détail sur le plan cutané, parce que c'est des toxidermies qui commencent par les grands plis. Plis axillaires, inguinaux, derrière les genoux, au niveau des coudes, ça commence souvent par là. Et donc, nous, ce qu'on va rechercher, c'est les signes de gravité, c'est-à-dire un Nikolsky positif, un décollement cutané. Même si on a une lésion de 2 cm, s'il y a un décollement cutané, c'est hospitalisation en dermatologie. Ça va être des hyperéosinophilies, des fièvres qui sont associées à une gravité de ces toxidermies. Il va falloir bien hydrater nos patients, bien les éduquer, réduire la dose précocement si on a des signes cutanés, et peut-être même des dermocorticoïdes. Et ça, très honnêtement, nous, on n'est pas encore habitués à faire de la dermato. Maintenant, c'est faire de la médecine interne un petit peu, mais de l'endocrino avec les immunos et les dystéroïdies. Maintenant, on va devoir apprendre à faire un petit peu de dermato. Et pour le moment, on n'est pas prêt. Ce qu'on veut éviter, c'est le cas du patient à droite qui a des décollements cutanés des plis. Mais le bénéfice est tellement majeur en survie
qu'on va le faire à tous nos patients dès qu'on aura l'ouverture définitive de l'accès précoce qu'on attend dans les semaines à venir. Et donc notre stratégie va complètement changer. On va commencer pour tous les patients, sauf ceux qui ont des antécédents auto-immuns actifs, sauf ceux qui sont vraiment trop altérés ou qui ont des neuropathies sévères, de l'enfortumab et du Pimbro. Et ensuite, toutes les lignes vont être décalées, comme je vous le montre ici. Et l'association est une AMM européenne depuis le 29 août. On a un accord donc, depuis le 12 février 12 septembre pour un accès précoce. On attend de pouvoir traiter nos premiers patients dans cet accès précoce. Voilà. Et donc ça va remonter les lignes de manière importante et je pense pour le mieux pour nos patients. Je te laisse la parole. Alors, tu nous dis, on va décaler les lignes, mais on va décaler les lignes jusqu'où? Nous, on vient juste de s'habituer à la chimiothérapie néoadjuvante et on nous parle de changer. Alors, le néoadjuvant, finalement, les drogues qu'on utilise, ce sont les drogues qu'on utilise dans le métastatique parce qu'elles ont prouvé leur efficacité dans les maladies avancées. Actuellement, donc, le standard, c'est le dose-dance MVAC. Donc, l'essai Vesper avait montré qu'il faisait mieux que le GEM6, à condition d'avoir 6 cycles, et que ça faisait très bien en termes de rémission complète avec des pièces blanches retrouvées dans 40% des cas, et une amélioration de la survie globale. Et donc, quelles sont les données actuelles pour le néoadjuvant? Alors, le gros buzz du néoadjuvant, c'est Niagara. Alors, Niagara a été présenté à l'ESMO il y a quelques jours et il montre que l'ajout du durvalumab, donc une immunothérapie, permet d'améliorer les réponses complètes pathologiques avec donc une amélioration de 10%. On voit que dans le bras Gemzar cisplatine, le taux de pièces blanches était de 27,5% et qu'on a une augmentation de 10% avec l'ajout de durvalumab. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement ces chiffres sont quand même assez inférieurs à ce qui a été vu avec Vesper, où on avait déjà avec le Gemzar cisplatine 35-36% de réponse complète à la pathologie. Enfin bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, dans cette étude, il y a une amélioration des réponses complètes qui se traduit également sur la survie globale avec une amélioration du pronostic chez ces patients. Alors, donc c'est un ajout, c'est-à-dire on ajoute une immunothérapie à une chimiothérapie néoadjuvante, donc on va forcément aggraver les toxicités. Qu'en est-il du futur? Donc on a donc le durvalumab qui arrive, mais il y a également toute une panel de choses qui vont changer. Et on voit ici dans cette diapositive qu'on a beaucoup d'essais dans le néoadjuvant qui sont en cours. Alors, soit des ajouts d'immunothérapie, donc c'est Keynote 866, où c'est le pembrolizumab qui est ajouté à la place du durvalumab. Enfin, c'est un design qui est tout à fait équivalent. Il y a Energize également, qui est, je ne sais plus quelle molécule, enfin voilà, encore une nouvelle immunothérapie. Et puis ensuite, on peut ajouter les anticorps drogue conjugués, donc l'enfortumab vedotin, et donc c'est la Keynote 905 qui propose d'évaluer le pembrolizumab et l'enfortumab vedotin chez les patients inéligibles au cisplatine, c'est-à-dire ce sont des patients qui de toute manière n'auront pas le cisplatine et chez qui sera proposé le duo que tu nous as présenté. Et ce qui peut être très intéressant, c'est chez les patients éligibles aux platines, de comparer le standard thérapeutique, qui est le sel de platine, contre l'enfortumab vedotin et le pembrolizumab, et ça c'est en cours avec la Keynote B15. Donc on voit qu'on a des changements qui sont en train de se faire. En tout cas, il va falloir avoir les données de ces études pour voir dans l'avenir, dans un avenir très proche, si la chimiothérapie néoadjuvante se fera de manière identique à ce qu'on a actuellement.
Il y a également une nouveauté, alors ça a été présenté à l'ESMO, à une phase 2, Sunrise 4. Alors Sunrise 4, c'est l'ajout à une immunothérapie. L'immunothérapie, c'est le cétrilimab, l'ajout d'un dispositif implanté qui diffuse de la gemcitabine, avec des essais qui montrent que la réponse pathologique semble meilleure avec l'ajout de la gemcitabine en dispositif. 42% de réponse complète avec le TAR de sang ajouté au cétrilimab contre 23% quand il n'y a que le cétrilimab seul. Alors ça, c'est le design de tous les essais qui sont proposés avec, oui, c'est donc Energize qui se proposait de mettre encore une immunothérapie supplémentaire. Donc on connaissait les inhibiteurs de PD1, PDL1, et là il y a les inhibiteurs de IOD1. Donc on voit qu'il y a différentes cibles qui permettent de renforcer l'immunité. On va conclure ensemble ? Exactement. Je t'en prie. Eh bien, ce que retenir de cette présentation que j'ai la joie de faire en binôme avec toi, donc c'est le pembrolizumab en adjuvant, en bien sélectionnant les patients, et le V-Pembro qui est un nouveau standard pour nos patients. Dès maintenant, en première ligne métastatique, on espère que ça va remonter les lignes. Les premiers résultats en néoadjuvant, je crois, sont attendus l'année prochaine pour le V303 chez les patients inéligibles au cisplatine. Et puis, on a besoin de molécules dans les lignes avancées. Et puis, on aura toujours besoin de collaborer plus, parce que là, on vient de nous solliciter éventuellement pour des études de V plus Pembro, avec de la conservation vésicale derrière. Donc, le taux de réponse va peut-être ouvrir cette voie pour nos patients. On verra ça par la suite. Merci beaucoup à vous deux. Si vous avez une question qui vous brûle les lèvres, une ou deux, on ne mène pas plus, n'hésitez pas, parce qu'on a pas loin d'une heure de retard, en tout cas plus de 3/4 d'heure. Question une fois, question deux fois, pas de question. Donc la fin, vous travaillez. Vous avez été très clair. Ok, donc sur le plan logistique, on s'arrête pour la pause de midi.